Un vigneron genevois découvre les vestiges des pharaons noirs et restitue à l'Afrique son histoire. Bonsoir à vous tous. Pour marquer le début de l'été, Temps Présent vous emmène ce soir en voyage, un fabuleux voyage dans le temps sur les traces des pharaons noirs. Les vestiges de ces rois africains qui avaient régné sur l'Égypte ont été découverts par un vigneron suisse. Charles Bonnet, viticulteur genevois devenu archéologue de renommée mondiale, a fouillé pendant 40 ans le désert du Soudan. Il en a déterré les statues des pharaons noirs, mais aussi les restes, les ruines du premier grand royaume africain. Ces recherches ont démontré que les habitants du Soudan d'il y a 4000 ans avaient bâti de véritables villes, alors que les Européens de la même époque vivaient dans de simples cahutes. Charles Bonnet et son équipe ont donc restitué aux Africains une importante partie de leur mémoire et de leur histoire. L'étonnant voyage que vous offre ce soir Temps Présent est guidé par Sylvie Rossel et Stéphane Goël. Les pharaons, les grands rois de l'Égypte ancienne, n'ont pas toujours été des Égyptiens. La découverte exceptionnelle d'une équipe d'archéologues suisses nous l'a rappelé récemment. Ils ont retrouvé 7 statues, remarquablement conservées, qui permettaient de donner pour la première fois un visage aux pharaons noirs. Des pharaons originaires d'Afrique noire qui, durant un siècle, de 750 à 650 avant Jésus-Christ, avaient régné sur l'Égypte et le Soudan. Le pays des pharaons noirs, c'est la Nubie, au nord du Soudan. Un pays désertique, quasiment inaccessible, secret et oublié de tous. Un pays dont personne n'imaginait qu'il ait pu, une fois, dans le passé, jouer un rôle important dans l'histoire des civilisations. Charles Bonnet fouille en Nubie depuis 40 ans. En janvier 2003, c'est lui qui a découvert les statues des pharaons noirs. Le couronnement d'une carrière d'archéologue consacrée à restituer son histoire au Soudan et plus largement à toute l'Afrique noire. Rien ne prédestinait Charles Bonnet à devenir archéologue. Fils, petit-fils et même arrière-petit-fils de vigneron, à Satigny, près de Genève, il devait suivre la voie tracée par ses ancêtres. À 20 ans, il hérite du domaine viticole familial, domaine qu'il continuera d'exploiter ensuite durant plus de 40 ans. À l'époque, j'étais très jeune et j'avais ce rêve fou de devenir archéologue alors que j'étais vigneron. Je venais de reprendre le domaine de famille et lorsque mon cousin m'a dit « Écoute, dans notre champ, il y a des murs, il y a des tuiles romaines », c'était là autour, je me suis dit « Tiens, on va faire des fouilles archéologiques ». Donc, on a décidé de faire un premier trou, parce que c'était un trou, et on a eu la chance de ceux qui débutent, à savoir des bains conservés sur 2 mètres à 2,50 mètres de hauteur. C'était un massif considérable qui s'étendait là, ici. Après cette première découverte, Charles Bonnet entreprend des études en sciences orientales à côté de son activité de vigneron. Puis il décide de tenter sa chance en Égypte. C'était très amusant parce qu'on était 3 étudiants. On est parti d'abord en Égypte, puis en voyant que c'était très compliqué de fouiller en Égypte, on a décidé d'aller travailler au Soudan, où là c'était une véritable aventure à l'époque. Le Soudan nous paraissait vraiment l'endroit idéal. D'abord parce qu'en contact avec cette extraordinaire civilisation qu'est l'Égypte, mais aussi avec les contacts vers l'Afrique, vers la mer Rouge, vers le sud du Sahara, et une complexité dont on ne se doute même pas aujourd'hui. Il y a des pans entiers de l'histoire de cette région du monde qu'on ne connaît même pas. Pour vous donner une idée, c'est des milliers d'études et de recherches qui sont engagées en permanence en Égypte. Au Soudan, dans tout le Soudan,
Bien, on est une vingtaine d'équipes et le Soudan est 3 fois plus grand que l'Égypte. En 1965, Charles Bonnet arrive au Soudan. Il se retrouve bientôt à Kerma, au pied d'un monument étrange et mystérieux, que les Nubiens appellent la Defoufa. C'est un bâtiment qui avait toute une légende. Les gens de cette région en avaient un peu peur. On parlait d'une Fatma Defoufa, une ombre blanche qui passait au-dessus de ce monument. Pour les archéologues, c'était une construction très énigmatique. Et bien sûr, quand on venait, c'était un moment fascinant parce qu'on se demandait à quoi servait ce bâtiment. On pensait que ça pouvait être une tour de guet et qu'on surveillait le trafic sur le Nil de part et d'autre de la ville. D'autres, comme Reisner, il y a bien longtemps, pensaient qu'il s'agissait de la base d'un énorme palais qui se serait trouvé à l'endroit où nous sommes. George Reisner était un archéologue américain. Au début du XXe siècle, il a fouillé la Defoufa et décidé que c'était un palais de gouverneur égyptien. Pour lui et pour tous les égyptologues de l'époque, il paraissait impossible d'imaginer que les Nubiens avaient développé une culture originale. Charles Bonnet a repris les fouilles de la Defoufa. Il a réussi à montrer que le bâtiment n'avait rien d'égyptien. De plus, comme il avait été reconstruit une 50aine de fois au même endroit, il en a conclu que c'était un temple. J'ai eu de très nombreuses discussions à l'occasion de congrès ou de colloques, et on me disait « Mais enfin, votre bâtiment, il ressemble à rien. C'est ridicule, dire que c'est un bâtiment de culte, que c'est un temple. » Mais on ne connaît pas de temple de ce genre. Il a fallu presque 20 ans pour que mes collègues spécialistes de l'Afrique, égyptologues, acceptent cette hypothèse. Le bâtiment de briques crues a résisté pendant 4000 ans aux assauts du temps. Il est à la fois imposant et étrange, entièrement plein. On n'y trouve aucune pièce ni espace vide. Seul un escalier permet d'accéder à une terrasse. Sur le toit, impossible de savoir quel dieu était adoré dans ce temple. La culture de Kerma n'a laissé aucun document écrit. Charles Bonnet a fouillé aussi les alentours de la Defoufa. Il a pu montrer que le temple se trouvait au centre d'une très grande ville. Personne n'avait imaginé avant ses travaux qu'il soit possible de trouver dans l'ancienne Nubie une ville aussi importante. Le visiteur qui arrivait dans cette ville vers 1600 avant Jésus-Christ pouvait arriver de différents côtés. Là, nous sommes du côté oriental, où nous avons sans doute emprunté un des bras du Nil, puisque l'ensemble de l'agglomération se trouvait sur une île. Cette porte étroite permettait l'entrée et la sortie d'un matériel considérable. Il y avait naturellement un système de fortification extrêmement puissant qui faisait le tour de cette ville et des portes monumentales qui attiraient l'attention de loin. Quand on est rentré ici dans cette ville il y a 30 ans, on ne savait rien. C'était une population inconnue. On avait quelques vagues idées au travers de l'Égypte. C'est pour ça qu'on pensait que c'était égyptien. C'était les textes égyptiens qui nous montraient que les expéditions allaient presque en terre conquise. Non, c'était un pays étranger. Et aujourd'hui, on est sûr que c'est un État complexe, que c'est un État qui a eu une période faste, et en tout cas, on peut le suivre pendant 1000 ans. On sait aussi dorénavant que 2000 ans avant que les pharaons noirs règnent sur l'Égypte et le Soudan, les Nubiens avaient déjà créé un royaume, dont la capitale était Kerma. Ce royaume était aussi grand que l'Égypte. Il s'étendait sur 1000 kilomètres le long des rives du Nil. L'ancien royaume de Kerma recouvrait une partie de la Nubie actuelle. Une région baignée par le Nil, relativement paisible,
Elle est située au nord du Soudan, un pays immense, le plus grand d'Afrique. Il est soumis à un régime islamique autoritaire et déchiré depuis des années par les guerres civiles au sud et au Darfour. A priori, les conditions idéales pour la recherche archéologique n'y sont pas vraiment réunies. Il y a eu des moments difficiles sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de régime considérables, des révolutions, qui, naturellement, ont marqué notre vie ici. Mais pourtant, chaque fois, au cours de ces moments difficiles, il y a toujours eu quelqu'un qui venait s'occuper de nous, qui nous protégeait et qui nous disait « Vous ne risquez rien, parce que vous, on vous connaît, vous êtes des nôtres. » Et ça m'a beaucoup touché. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, tous les gens qui nous entourent ici nous aiment bien, nous acceptent, même s'ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'archéologie, il faut bien le dire, c'est pas la passion, mais ils nous respectent. Depuis 1965, la mission suisse d'archéologie est présente à Kerma durant 3 mois chaque hiver. L'équipe est formée de scientifiques, d'étudiants et de dessinateurs, environ une dizaine de personnes venant d'Europe, plus une centaine d'ouvriers soudanais. Super. Deuxième, putain. Tombé sur la tombe du chef. T'as vu? Le harpon, c'est génial. Ouh, génial. Ouais. Mais il est très petit. Ouais. Pour des tout petits poissons. Mais c'est marrant, il a des éléments pour Ouais, l'attacher à la ligature. ouais. Oui. Oh, c'est fantastique. Ouais, ça c'est une belle pièce. Le préhistorien Mathieu Honegger est officiellement depuis 3 ans le chef de la mission, à la place de Charles Bonnet, arrivé à l'âge de la retraite. Pris par ses obligations universitaires en Suisse, il passe seulement 1 mois et demi à Kerma chaque année. Louis Chay était professeur d'archéozoologie à l'Université de Genève. Aujourd'hui, à la retraite, il vient bénévolement participer aux fouilles. Depuis 30 ans à Kerma, son rôle est d'étudier les os des animaux trouvés par les archéologues. Ils lui permettent de comprendre les relations entre l'homme et l'animal. Par exemple, la chasse ou la domestication. Au départ, Louis Chay n'était pas un spécialiste des animaux. J'ai beaucoup travaillé comme anthropologue. Et il n'y a qu'une espèce déjà, l'homme, donc c'est pas très varié. Bon, il y a les hommes et les femmes. Les différences sont extrêmement minimes, à tel point que les anthropologues maintenant, ils sont tellement prudents qu'ils n'osent plus dire c'est un homme ou une femme. Alors qu'il y a quand même certains critères qui sont assez cohérents. Mais enfin bon, il y a une seule espèce, tandis que les animaux, il y a une multitude d'espèces. Enfin, c'est des centaines et des centaines. Donc, puis ça m'a toujours intéressé, les animaux vivants et leurs squelettes. Je suis français, j'ai fait mon service militaire qui se trouvait être totalement en Algérie. Puis à l'époque, j'avais des idées assez militaristes. Donc j'ai fait une école d'officier en Algérie que j'ai dû restrater. Je suis sorti sergent. C'était assez dur, hein. C'était la guerre quand même. J'ai eu beaucoup de collègues tués, de copains tués, égorgés comme des moutons. Donc c'était pas très drôle. C'est pour ça que je suis très heureux d'être dans un pays arabe maintenant où je travaille en paix, disons. Je ne dis pas que le pays soit forcément en paix, mais enfin... On est dans une autre ambiance que quand on est militaire, avec des armes dans le dos, et des chargeurs de mitraillettes à la ceinture. Donc après, je suis parti, puis j'avais déjà l'idée d'entrer dans les ordres. Donc je suis rentré chez les bénédictins, donc, à Haute-Combe. Je suis parti avant de prononcer mes vœux, parce que j'ai vu que c'était pas ma voie.
La nécropole, la ville des morts de Kerma, est l'une des plus grandes nécropoles de l'Antiquité, puisqu'elle comprend au moins 30 000 tombes. Un chiffre qui permet de mesurer l'importance de la capitale du premier royaume nubien de Kerma, entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ. Les archéologues fouillent chaque année à un autre secteur de la nécropole. Un travail de titan, un travail frustrant aussi. La majorité des tombes ont été pillées. La plupart des objets et des bijoux ont disparu. Surtout ceux qui étaient en or. Louis Chet a fouillé plusieurs tombes. Certaines étaient entourées de milliers de crânes de vaches, des bucranes, disposés en cercle, comme un immense troupeau qui regardait le défunt. Lors de l'enterrement d'un grand personnage, tous les membres de sa famille, qui sont des très très grandes familles, si c'est un prince ou un personnage très important, eh bien, chaque membre de sa famille va apporter des tribus, donc sous forme de bucranes, un peu comme des couronnes mortuaires, et on va les déposer autour. Et puis les bucranes deviennent moins abondants, plus on va vers les périodes récentes, vers 1800 avant Jésus-Christ, les bucranes diminuent en nombre et aussi en taille. Et à la fin du Kerma classique, vers 1500, donc on n'a presque plus de bucranes. Donc je pense que le bœuf est devenu trop précieux pour qu'on le sacrifie, alors que la population humaine est en pleine expansion et que cette démographie peut expliquer qu'on ait soit sacrifié des gens, soit que ça soit des accompagnements volontaires d'un roi par sa suite, etc. Dans la nécropole, en effet, certains défunts n'étaient pas accompagnés d'animaux. On a retrouvé des centaines d'hommes sacrifiés dans les tombes royales de la fin du royaume de Kerma. Dans les 4 tombes royales qui ont été dégagées par Reisner au début du siècle, il a retrouvé des centaines de sacrifiés. Ces individus étaient étendus après la cérémonie funéraire, puis recouverts par du sable. Certains corps, en position contractée, ont les mains devant la bouche, comme si le sable arrivait peu à peu, ce qui est horrible. D'ailleurs, on a fouillé plusieurs tombes, on a essayé de comprendre cela et on n'a pas retrouvé cette même situation. Mais on a bien vu que les corps avaient été placés d'une certaine manière dans la tombe et que ça ne pouvait pas être des morts naturelles. Difficile cependant de savoir pourquoi ces gens ont été sacrifiés. L'absence d'écriture, à l'époque du royaume nubien de Kerma, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Tu l'as pas loupé au moins. Mathieu sait faire un bon café. Moi, j'aime pas le terme de sacrifier. Je t'aime pas dans le terme sacrifié. On n'a pas de preuve de sacrifice. Sacrifice, c'est quelqu'un qui est pas volontaire. Ah bon? C'est Forcément. une victime désignée. Il est entendu que c'est très difficile de savoir si véritablement les gens ont été tués à Kerma, on ne sait pas du tout, ou bien s'ils ont accepté et qu'ils ont peu à peu été recouverts par le sable, ce qui ne devait pas être très amusant. On se débat dans ce cas-là. Même si on est tout à fait volontaire, on trouvera des gens dans un complètement perturbés, en train de se débattre. Bon, malheureusement, Pas Reisner n'a pas forcément, fait des on sait pas études. comment. Ah oui, Ah sauf oui. s'ils ont été drogués ou étouffés. Ouais. Mais c'est la même chose pour les animaux, pour les moutons aussi. Alors là, moi je dis que c'est des moutons sacrifiés, parce qu'un mouton volontaire pour accompagner son maître, je vois pas très bien, disons. Moi je connais pas très bien la psychologie des moutons, pas parfaitement, disons. C'est un des meilleurs spécialistes du mouton. Oui, oui. On connaît quelque chose. Non, mais alors là, on peut dire que c'est des animaux qui ont été sacrifiés, quoi. À l'autre extrémité de la nécropole, le préhistorien Mathieu Honegger est sur les traces de cultures encore plus anciennes, qui ont précédé celles des pharaons noirs. Il recherche une cité antérieure à la civilisation de Kerma.
Une agglomération avec des constructions en bois, datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Peut-être la première ville construite en Afrique noire. Depuis plusieurs années, je fouille ici, à l'heure actuelle sur une surface assez grande, de l'ordre d'1 hectare, cette agglomération. Et je cherche en fait les seuls vestiges qui sont conservés au sol. Ce sont les vestiges qui ont été creusés dans la terre, c'est-à-dire les trous de poteaux qui servaient de fondation aux différentes constructions, ainsi que des fosses de stockage qui ont été également creusées. Là, il faut balayer, il faut nettoyer les surfaces pendant longtemps d'ailleurs. Des fois, on les laisse sécher quelques jours, on les laisse s'éroder par le vent de sable. Et ensuite, on renettoie pour essayer d'identifier donc les trous de poteaux qui se reconnaissent assez bien par un remplissage différent. Et on voit par exemple ici un trou de poteau qui se dessine, bien visible, qu'on reconnaît aisément dans cette zone-là. يا أخي طبعا هو قالوا لنا حفروا كذا ترى شغالين. أي ما عندي شيء أنا عارفه دايرين ليش شغالين. ناس عمال أصلنا وترى نشتغل يقولون نشتغل ونشتغل. هاي. فايدة شنو قراشاتنا اللي بدون إياها بس تاني ما عندنا فايدة. بس القراشات اللي بدونها سيافة جبنا والسلام عليكم. لكن عرفت التاني ما برجع إليك ما كنت قاعد غرامك لي شريك والله كل ما نذكرك نذكر إنه معاي شريك وما كنت قاعد. Est déjà une première ville, car vers 3000 avant Jésus-Christ se développent également en Égypte les premières cités. Donc ce qui est nouveau ici, c'est qu'au Soudan, où nous pensions jusqu'à maintenant que tout venait de l'Égypte, ainsi que la création, en fin de compte, du royaume de Kerma, qui montre au niveau de l'architecture des influences égyptiennes, eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il doit y avoir un premier processus d'urbanisation local, africain, qui se développe à une période antérieure, donc vers 3000 avant Jésus-Christ. Il a une forme aussi différente, il est beaucoup plus ouvert, tu vois. C'est les plus anciens dans la typologie. En soi, c'est déjà très très bien ça. Tout l'assemblage fait un pré-Kerma tardif. Voilà, il y a de nouveau le même décor que celle-là. Prendre le relais d'une mission que Charles dirige depuis 40 ans, c'est pas si évident. D'ailleurs, ça l'est pas toujours, mais bon, comme on a un bon contact avec Charles, on en discute de ça. Je pense qu'il gardera quand même toujours une place très importante dans la mission, tant qu'il viendra ici. Moi, au fond, ce qui nous permet d'avoir un équilibre, c'est que je travaille sur d'autres périodes. Travailler sur les mêmes périodes aurait été probablement beaucoup plus difficile. Mais au fond, quand on me dit « tu es le chef de mission », ça me fait un peu sourire, d'autant plus qu'au Soudan, c'est très fortement encore une société qui donne beaucoup de poids aux anciens, c'est-à-dire aux personnes plus âgées aussi. Et même si les gens ici ont intégré le fait que je prenais la relève, Charles reste l'ancien, donc reste quand même, pour eux, à leurs yeux, le détenteur du pouvoir. Il faut essayer de renouveler l'équipe par étapes. Et Mathieu Neguer, qui actuellement est le chef de mission, est beaucoup plus jeune. Et c'est mon espoir, c'est qu'au fond les choses continuent après moi. Et c'est l'histoire de la vie, il faut que les choses continuent. La difficulté pour lui, c'est le financement. J'ai eu la chance aussi d'être relativement libre grâce à mon domaine familial. Donc j'avais un salaire qui venait d'ailleurs, j'ai pas dû vivre de l'archéologie. Et on est resté en Suisse avec un système un peu conservateur où, au fond, il faut avoir une fortune personnelle pour pouvoir faire de l'archéologie.
qu'ils ont passé par le site. Donc là, ça s'est fait, c'est détruit. Le petit matin, à l'aube d'une nouvelle journée de travail, l'équipe archéologique prend son petit déjeuner aux chandelles, car il n'y a pas d'électricité à Kerma. Il faut d'abord définir une problématique archéologique. Oui. Et après viennent les sciences annexes, comme l'archéozoologie, par exemple. Tributaire de l'archéologie. Auxiliaire. Il est quelle heure, Christelle? 7h moins 20. Ouf. 42. Il faut y aller. Louis Chay et Mathieu Honegger partent régulièrement en expédition dans le désert à la recherche de nouveaux sites archéologiques. Il n'aura pas de problème à partir aujourd'hui. Tu le tiens? Oui. Tu peux lui faire prendre 20 mètres. Cette structure mystérieuse de plus de 120 mètres de longueur est peut-être une ancienne forteresse de l'époque de Kerma. Les indices ne sont pas repérables seulement depuis le ciel. On peut trouver aussi sur le sol d'infimes signes de présence humaine. Du crocodile. Chouette. Regarde. Montre. J'ai une plaque dermique de crocodile. Pas mal. Pas mal. T'es content alors? Bah, tu vois, ça veut dire qu'il y avait quand même de la flotte. Ce qu'on sait, mais je la garde. Attends, tu la gardes. Rappellera le numéro du site. Oui, je le pointerai. Regarde la structure Je vais là. le pointer au GPS. J'ai l'impression que c'est des restes de structures d'habitat, ça. C'est des fonds de cabane. Ouais. C'est quand même étonnant, ces structures en pierre. Celle-là est grande, hein. Il y a de la faune, d'ailleurs, aussi. Ouh, du phacochère. Jamil. Ça, c'est une donne phacochère. Très joli. Donc, cochon sauvage. Nécessite de l'eau courante. Une surface articulaire. Ah ouais. C'est un métacarpien de bœuf. Métacarpien droit, proximal. C'est bien, il y a du bœuf. Merci, Mathieu. C'est assez bon hein, en archéozoologie. Ouais. Si on pouvait trouver de l'humain. De l'humain. Ils ont quand même mis leurs morts quelque part et d'habitude ils les mettent tout près. Le but est de remonter toujours plus dans le passé pour tenter de retrouver les traces des plus lointains ancêtres des pharaons noirs. On a trouvé ce site il y a 5 ans en faisant les premières prospections. J'étais avec Louis. On a commencé à se promener et assez vite on a trouvé ici 2-3 grands tessons de céramique, une céramique assez ancienne, une céramique du Mésolithique qui a près de 10 000 ans d'âge. On a été intéressé par cela, on a regardé un petit peu autour et on a vu 2-3 restes d'ossements de faune. Alors évidemment Louis était assez excité car la faune est souvent mal conservée et en regardant un petit peu plus loin on a trouvé 2-3 restes humains. Un crâne en surface, puis après un deuxième, puis une dizaine, et en fin de compte, une trentaine de tombes en surface. Donc, a commencé un programme de fouilles d'un cimetière. Et ce cimetière est très intéressant, car en fait, c'est la première véritable nécropole de la vallée du Nil.
Et alors, ta tombe? T'as sorti le harpon? Non? Ce harpon qui a l'air d'être fiché dans la clavicule gauche, chose à vérifier. Pour l'instant, c'est une hypothèse. Il y a d'autres choses qui sont sorties au niveau mobilier? On a ici une hache polie, ici des polissoirs, des bivalves, avec en particulier celui-là qui a l'air d'être, qui est poli et qui a l'air d'être dentelé. C'est une découverte majeure pour l'histoire des coutumes funéraires dans la vallée du Nil, car on sait que ces coutumes funéraires, au fond, elles vont prendre avec les millénaires des formes extraordinaires pour aboutir à ces fameuses pyramides égyptiennes, notamment avec des tombeaux fantastiques, des dépôts funéraires avec des chambres funéraires pleines de mobilier, pleines d'objets de toutes sortes. Et en fait, le début de cette tradition, presque de cette obsession de la mort, il commence ici, vers 6000 avant Jésus-Christ, avec des inhumés, des tombes de femmes, d'enfants, d'hommes, à côté desquels on a disposé de la céramique, de la parure, des objets coutumiers de tous les jours, mais aussi des objets spécifiques, propres probablement au monde des morts. Shahinda est une jeune archéologue soudanaise. Elle est d'origine modeste. Fille d'un agriculteur à Kerma, elle est l'aînée d'une famille de 9 enfants et la seule de son village à avoir fait des études universitaires. Tout le monde au village sait que je fais des études d'archéologie. Alors ils acceptent que je travaille avec ces étrangers blancs. Parce qu'ils savent qu'ils sont des archéologues comme moi. On a la science en commun. Mon père a travaillé comme ouvrier sur les fouilles à Abu Simbel et d'autres endroits en Égypte. Il a compris la valeur et l'importance de ce travail et l'importance de comprendre les origines de notre civilisation. C'est lui qui m'a encouragée à étudier l'archéologie. Il m'a dit de travailler sérieusement et il m'a permis de travailler avec une équipe étrangère. J'essaie de faire des collections de squelettes de poissons de la région du Nil, disons. Mais mon but, c'est de faire une collection un peu de tous les poissons qui se consommaient, disons, durant la préhistoire et à l'époque de Kerma. Donc, j'achète des poissons au souk. Bon, j'aime bien acheter différentes espèces, différentes tailles, etc. Et puis, je les prépare, donc je les cuis. Ensuite, je les dépaisse tranquillement. Alors, c'est mieux de faire avec du poisson frais, c'est plus agréable. Mais des fois, je fais ça sur des poissons un peu avancés, quoi. Mais j'ai souvent cuit des animaux secs que j'ai trouvés dans le désert, donc des vaches, des ânes, des dromadaires, enfin des morceaux, parce que ma casserole est trop petite. Donc ça dégage des odeurs assez pestilentielles souvent. Et mes collègues ne sont pas très heureux, donc c'est pour ça que je suis un peu en dehors, disons. Comme les gitans, je vis en dehors des villes, je fais ma cuisine du diable en dehors. Donc. Une équipe archéologique doit absolument trouver une manière de vivre en commun, une vie quotidienne agréable. Autrement, très vite, il y a des difficultés. On dit qu'après un mois, plus personne n'arrive à tenir un secret. Après 2 mois, il commence à y avoir déjà des bagarres assez profondes. Et après 3 mois, on sort les couteaux. Alors, je dirais que ça n'a pas été le cas ici, mais tout cela, il faut le gérer. Oui.
Ah, dis donc, c'est riche aujourd'hui. C'est plein d'émotions. On m'a dit plusieurs fois, en Suisse, où c'est un pays neutre, l'archéologie n'est pas neutre. On entre dans une conception de l'aide qui est plus intellectuelle et qui est plus dangereuse sur le plan de la neutralité. Ou bien on nous dit, vous allez au Soudan pour faire de l'archéologie, vous n'avez pas honte, alors qu'il n'y a que des humanitaires qui vont là-bas. Ma justification de faire de l'archéologie, c'est que ça me fait plaisir. Je ne vais pas chercher une justification en disant il faut que l'homme trouve ses racines, retrouve ses racines, connaisse ses racines. Bon, ça c'est la justification secondaire, mais enfin, ça me plaît, j'aime bien ce que je fais. Je vais au Soudan, bon, je fais rien pour le pays, enfin bon, sauf qu'on dégage des trucs, mais j'apporte Je pas regrette grand. que tu dises qu'au fond, tu viens ici surtout pour te faire plaisir. Je pense que ce que tu as fait reste. Et ce que tu as fait, c'est une sauvegarde indirecte d'un patrimoine. Alors, on peut discuter des racines des individus, mais je pense qu'on a eu cette chance d'être dans un pays qui n'avait pratiquement pas d'histoire. Et il y a 30 ou 40 ans, tu le sais très bien, quand on interrogeait des intellectuels ou des gens du pays, ils nous disaient « mais allez voir ailleurs, ici il n'y a rien du tout, c'est d'une pauvreté crasse, vous perdez votre temps ». Ben, je pense qu'aujourd'hui, après 40 ans, plus personne ne peut dire ça. Non, mais ça, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. C'est par rapport aux remarques qu'on me faisait sur les aides qu'on peut apporter. On n'a pas vraiment répondu, parce qu'on peut aussi passer pour des alliés objectifs d'un régime hideux, tu vois. Ouais, ben en leur ça, fournissant justement... Ça, c'est des remarques qu'on nous a fait souvent. Hein. Je ne pense pas qu'il faille couper tout contact avec un régime ou avec un pays sous prétexte que le gouvernement est critiquable sur certains points. Je pense que là, on peut quand même entretenir des contacts dans certains domaines sans forcément être condamnable directement. Je ne pense pas qu'on ait un alibi où on s'implique, on fait la promotion du régime lui-même. Plutôt, on diffuse un message un peu différent sur le Soudan qui contribue probablement à ouvrir un peu l'esprit des gens, non seulement ici, mais aussi à l'étranger. Grâce aux fouilles menées par les archéologues, la population nubienne prend conscience de la richesse de son passé. Masha'Allah, Masha'Allah. Les autorités locales de Kerma ont décidé de valoriser leur histoire et aussi d'en tirer profit. Elles ont imaginé construire un musée, une idée à laquelle Charles Bonnet tient beaucoup. ونفخر بأنه الحضارة السودانية أو حضارة النوبة هي الحضارة الأساسية اللي قامت في هذه المنطقة وليست الحضارة الفرعونية. هذه هي الأشياء اللي تساعد أنه كل السواح يجوا هنا ويشوفوا كرمة. إذا في وسيلة سهلة طائرات عربات غيره أسفلت فيه يسهل وإذا في كهرباء. الخدمة حقت الكهرباء اللي احنا طلبناها عايزين الناس تدي دفعة إن شاء الله للرئيس لما يجي عشان يساعدنا في الكهرباء بتاع كرم البلد. ممكن في المخ أحسن المتحف خلاص الكهرباء أنت كلام بتاع الكهرباء أنت ممكن أنت عارف أحسن كل الحاجة أنا تحت أنا أشوف الآثار عشان أنا مدير الآثار مدير التراب الأول. مجرد ما ينتهوا من المتحف طوال حيكون في مشروع الكهرباء لأنه السواح لما يجوا بدون خدمات ما في داعي دايرين مويه دايرين طرق ودايرين شغل كثير عشان السواح لما يجوا عندنا لازم يرتاحوا. والغرض الجو منه كمان يكون خدمات متوفره بالنسبه لهم. عشان كان مجرد ما ينتهي المتحف يعني الكهرباء يكون طوال مربوط بالانتهاء مع المتحف طوال الكهرباء. ان شاء الله. ان شاء الله. لانه بدون كهرباء ما بتيجي. نعم. إذا كانوا الاثنين جاي أحسن. Le projet de musée est ambitieux, voire pharaonique.
C'est un immense complexe, avec parking, bibliothèque et centre culturel. Son coût est estimé à près d'1 500 000 $. Nous avons là que la porte monumentale et que les toilettes qui sont préparées pour l'arrivée des touristes et des nombreux visiteurs du site. Mais il y a un rest house qui est prévu, puis il y a le musée lui-même. Maintenant, on a la porte monumentale d'entrée, mais on n'a pas encore le musée. Bien sûr, on commence à voir sa forme qui apparaît à l'arrière-plan, et puis cette belle porte devant lui. À côté du musée, pour mieux faire comprendre le site de l'ancienne capitale nubienne aux futurs visiteurs, Charles Bonnet a entrepris de restaurer les ruines de l'antique Kerma. Ces ruines de briques crues, après avoir été dégagées par les archéologues, s'effacent en effet peu à peu, érodées par le vent et le sable. C'est très dommage parce que l'image de la ville est en train de disparaître au fond. C'est une ville virtuelle qui disparaît. Alors qui permet de rêver, certes, mais qui n'est plus là. Donc notre restauration est peut-être un peu plus dure, elle est peut-être discutable sur le plan esthétique, mais au moins elle a le don de restituer le plan général, qui est très impressionnant depuis le haut de la Defoufa. Parallèlement aux travaux de restauration de l'antique cité de Kerma, Charles Bonnet fouille depuis quelques années une autre ville. C'est une cité fortifiée égyptienne qui a été construite vers 1500 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, le royaume nubien de Kerma était en décadence et le pharaon égyptien en avait profité pour l'attaquer et détruire sa capitale. Kerma, la capitale de cette région, est sous le feu, si j'ose dire, des Égyptiens qui arrivent. Et les Égyptiens veulent naturellement mettre sous pression les populations d'ici pour obtenir de l'or, et ils réclament un tribut. Ce tribut, il est considérable. C'est des quantités d'or qui feraient rêver aujourd'hui encore. Et on voit que cet or est acheminé régulièrement jusqu'à l'Égypte. D'emblée, on installe dans cette ville un immense quartier religieux. C'est une institution forte qui, comme l'armée, tient en main les populations voisines. Les temples sont construits sur le même modèle que les temples égyptiens, avec les pylônes d'entrée, qui devaient être recouverts de bas-reliefs et de fresques, puis une succession de salles et de cours avec leurs colonnes. Tu vois, Alain, t'as vu les ronds, là? Non, celui-ci, je le veux bien, mais l'autre, je ne vois pas. C'est au même endroit. Comment? Tu vois, il est là. Il y a Idriss. المهندس كلام المدور ما شوف كويس ده. Ça, là? Oui. Là, on se trouve devant deux nouvelles colonnes qu'on vient de découvrir. On ne sait pas du tout à quoi elles appartiennent. On ne sait pas s'il s'agit d'un temple qui est parallèle à un temple qu'on connaît déjà, ou s'il s'agit d'une extension, peut-être d'une cour. Mais ce qui est important, c'est qu'on vient de découvrir des négatifs de colonnes. On voit bien celui-ci, avec de la destruction, des pierres de destruction à la surface. Alors, Alain va dessiner ces colonnes et on pourra, sur les plans, essayer de revoir les alignements généraux qui nous donneront peut-être une solution. Pour dominer le royaume de Kerma, les Égyptiens ont imposé leur culture, avec leurs temples, leurs dieux et surtout leur écriture.
Cette culture égyptienne a subsisté ensuite pendant des siècles, bien après que les Égyptiens s'étaient retirés de Nubie. Elle a perduré jusqu'en 750 avant Jésus-Christ. À ce moment, les rois nubiens ont profité de la faiblesse de l'Empire égyptien pour envahir l'Égypte. C'est l'époque des fameux pharaons noirs, dont Charles Bonnet a découvert les statues enterrées sur ce site. Tout à coup, sont apparues des fosses. Très vite, sont apparues des feuilles d'or. Et ces feuilles d'or volaient dans le vent un peu partout. J'ai vu des excitations et des convoitises chez les gens qui m'entouraient. Et j'ai suivi les feuilles d'or comme un bon chasseur de trésors. On a découvert les statues à la fin de la campagne de fouilles. C'était comme un cadeau de Dieu pour Charles Bonnet, après 39 ans de travail. On a trouvé une fosse ronde. On a regardé en bas avec une lampe de poche. On a vu une pierre noire où était écrit le nom du roi Taharqa. On l'a nettoyée et on a vu que c'était une statue. C'était une immense surprise. On était tous très heureux. Ce jour-là, on n'a rien mangé. On voulait continuer à creuser. La nuit, j'ai fait des cauchemars et le chef, M. Bonnet, a dit qu'il n'avait pas pu dormir non plus. On était très émus, très heureux. 5 pharaons noirs ont dominé l'Égypte et le Soudan de 750 à 650 avant Jésus-Christ. Le plus important d'entre eux, Taharqa, est cité dans la Bible. Il régnait sur un empire qui s'étendait du nord du Soudan actuel jusqu'en Palestine. C'était un remarquable bâtisseur. De nombreux temples en Égypte en témoignent encore. Mais après un règne de près d'un siècle, les pharaons noirs sont finalement repoussés hors des frontières de l'Égypte. Et pour effacer toutes les traces de la domination nubienne, les Égyptiens cassent leurs statues. The head was cut from behind with a stone, with a chisel in bronze. Yeah. They took chisel to cut it. It's a very hard stone. It's very easy to destroy it. You have traces of chisel. We have traces of chisel here. You can see here, and that's a part. This light and a little bit light, and that's a part from chisel here. And that's a part from a chisel. So he took some chisel from both sides and cut it. C'est l'un des meilleurs spécialistes au monde pour ce travail si bizarre qui consiste à restaurer des statues. Alors évidemment, nous, de l'extérieur, ça nous fait un peu frémir parce qu'on le voit percer des trous dans nos statues émailles et pour les réajuster, les reconstituer. Mais enfin, on lui fait confiance, c'est son métier, ça n'est pas le nôtre et on attend de voir le résultat final. Shahinda découvre pour la première fois les pharaons noirs. Ces pharaons tellement importants pour l'histoire de sa région, la Nubie. Leurs statues vont rester à Kerma. La restauration terminée, elles devraient être exposées dans le musée lorsqu'il sera construit. Un accomplissement pour Charles Bonnet, préoccupé cependant par les problèmes financiers qui menacent l'avenir de la mission archéologique suisse au Soudan. Pour l'avenir de la mission, oui, je suis inquiet parce que c'est toute la recherche qui est inquiétante. Dans le sens qu'on est dans un monde aujourd'hui d'abord très troublé, un monde où la rentabilité est essentielle, où le coût est essentiel, où l'acte gratuit, et l'archéologie c'est un peu ça, n'est pas tellement accepté. Je me suis attaché aux gens qui m'entourent ici
que j'aime. Et ces gens comptent sur moi. Je les avertis en leur disant d'année en année, c'est un miracle, je suis très heureux, mais c'est peut-être la dernière fois. Il faut l'accepter. C'est magnifique. C'est l'ambiance de fête, c'est le jour de gloire. Ouais. C'est arrivé. En même temps, on voit toute cette... Vous n'avez pas peur pour votre monument? Grande fête pour l'inauguration de la porte du futur musée de Kerma, en présence du conseiller fédéral Pascal Couchepin en visite privée, de plusieurs ministres du gouvernement soudanais et de toute la population de la ville. Pour contribuer à la construction du futur musée, Pascal Couchepin a remis aux autorités locales un chèque de 50 000 francs de la part de la Confédération. C'est naturellement le plus beau jour de ma vie. Et quand je vois la Defoufa vivante devant moi, c'est extraordinaire. Mais je suis aussi heureux que les enfants de ce pays pourront apprendre l'histoire qui correspond aux racines de tout ce territoire. Et j'espère continuer à travailler pour vous tous. Merci de m'avoir apporté tant de bonheur. أشكركم جدا لكل هذه السعادة التي غمرتوني بها. يا سارة وليانا ونخيلة يا سارة وليانا ونخيلة. J'ai le sentiment que Kerma, dans une certaine mesure, donne une identité au Soudan. Mais il y a d'autres identités. L'image qu'on peut donner aujourd'hui est une des facettes de cette histoire complexe du continent africain, mais il faut continuer vers le sud. Pensez à toute l'Afrique centrale où on ne connaît rien. Pour ces périodes-là, absolument rien. Donc, il faudra qu'au cours des prochaines générations, il y ait d'autres Kerma qui soient découverts plus au sud. وشوفوا دنيتنا الجميلة. Thank you. والله ظهور مفاجئ في التلفزيون السويسري. الله فنان العمال. Jeudi prochain, on restera sur le continent noir. Jean-Philippe Seppi vous proposera un reportage en Afrique du Sud sur l'élection d'une Miss pas comme les autres. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. De Beverly, Liesel ou Nolita, qui sera la reine de beauté? Leur quotidien, ce sont les ateliers textiles d'une usine du Cap en Afrique du Sud et le ghetto métis de Cap Flats, ravagé par la misère et l'alcoolisme. Une fois par année, les petites ouvrières ont leur conte de fées, le concours de beauté du syndicat du textile. La Defoufa. C'est un bâtiment qui avait toute une légende. Les gens de cette région en avaient un peu peur. On parlait d'une Fatma Defoufa, une ombre blanche qui passait au-dessus de ce monument. Pour les archéologues, c'était une construction très énigmatique et
bien sûr, quand on venait, c'était un moment fascinant parce qu'on se demandait à quoi servait ce bâtiment. On pensait que ça pouvait être une tour de guet et qu'on surveillait le trafic sur le Nil de part et d'autre de la ville. D'autres, comme Reisner, il y a bien longtemps, pensaient qu'il s'agissait de la base d'un énorme palais qui se serait trouvé à l'endroit où nous sommes. George Reisner était un archéologue américain. Au début du XXe siècle, il a fouillé la Défoufa et décidé que c'était un palais de gouverneur égyptien. Pour lui et pour tous les égyptologues de l'époque, il paraissait impossible d'imaginer que les Nubiens avaient développé une culture originale. Charles Bonnet a repris les fouilles de la Défoufa. Il a réussi à montrer que le bâtiment n'avait rien d'égyptien. De plus, comme il avait été reconstruit une 50aine de fois au même endroit, il en a conclu que c'était un temple. J'ai eu de très nombreuses discussions à l'occasion de congrès ou de colloques, et on me disait « Mais enfin, votre bâtiment, il ressemble à rien. C'est ridicule, dire que c'est un bâtiment de culte, que c'est un temple. » Mais on ne connaît pas de temple de ce genre. Il a fallu presque 20 ans pour que mes collègues spécialistes de l'Afrique, égyptologues, acceptent cette hypothèse. Le bâtiment de briques crues a résisté pendant 4000 ans. Un vigneron genevois découvre les vestiges des pharaons noirs et restitue à l'Afrique son histoire. Bonsoir à vous tous. Pour marquer le début de l'été, Temps Présent vous emmène ce soir en voyage, un fabuleux voyage dans le temps sur les traces des pharaons noirs. Les vestiges de ces rois africains qui avaient régné sur l'Égypte ont été découverts par un vigneron suisse. Charles Bonnet, viticulteur genevois devenu archéologue de renommée mondiale, a fouillé pendant 40 ans le désert du Soudan. Il en a déterré les statues des pharaons noirs, mais aussi les restes, les ruines du premier grand royaume africain. Ces recherches ont démontré que les habitants du Soudan d'il y a 4000 ans avaient bâti de véritables villes, alors que les Européens de la même époque vivaient dans de simples cahutes. Charles Bonnet et son équipe ont donc restitué aux Africains une importante partie de leur mémoire et de leur histoire. L'étonnant voyage que vous offre ce soir Temps Présent est guidé par Sylvie Rossel et Stéphane Goël. Les pharaons, les grands rois de l'Égypte ancienne, n'ont pas toujours été des Égyptiens. L'un des assauts du temps. Il est à la fois imposant et étrange, entièrement plein. On n'y trouve aucune pièce ni espace vide. Seul un escalier permet d'accéder à une terrasse. Sur le toit, impossible de savoir quel dieu était adoré dans ce temple. La culture de Kerma n'a laissé aucun document écrit. Charles Bonnet a fouillé aussi les alentours de la Défoufa. Il a pu montrer que le temple se trouvait au centre d'une très grande ville. Personne n'avait imaginé avant ses travaux qu'il soit possible de trouver dans l'ancienne Nubie une ville aussi importante. Le visiteur qui arrivait dans cette ville vers 1600 avant Jésus-Christ pouvait arriver de différents côtés. Là, nous sommes du côté oriental, où nous avons sans doute emprunté un des bras du Nil, puisque l'ensemble de l'agglomération se trouvait sur une île. Cette porte étroite permettait l'entrée et la sortie d'un matériel considérable. Il y avait naturellement un système de fortification extrêmement puissant qui faisait le tour de cette ville et des portes monumentales qui attiraient l'attention de loin.
Quand on est rentré ici, dans cette ville, il y a 30 ans, on ne savait rien. C'était une population inconnue. On avait quelques vagues idées au travers de l'Égypte. C'est pour ça qu'on pensait que c'était égyptien. C'était les textes égyptiens qui nous montraient que les expéditions allaient presque en terre conquise. Non. Devenir archéologue alors que j'étais vigneron. Je venais de reprendre le domaine de famille et lorsque mon cousin m'a dit « Écoute, dans notre champ, il y a des murs, il y a des tuiles romaines », c'était là autour, je me suis dit « Tiens, on va faire des fouilles archéologiques ». Donc, on a décidé de faire un premier trou, parce que c'était un trou, et on a eu la chance de ceux qui débutent, à savoir des bains conservés sur 2 mètres à 2,50 mètres de hauteur. C'était un massif considérable qui s'étendait là, ici. Après cette première découverte, Charles Bonnet entreprend des études en sciences orientales à côté de son activité de vigneron. Puis il décide de tenter sa chance en Égypte. C'était très amusant parce qu'on était 3 étudiants. On est parti d'abord en Égypte, puis en voyant que c'était très compliqué de fouiller en Égypte, on a décidé d'aller travailler au Soudan, où là c'était une véritable aventure à l'époque. Le Soudan nous paraissait vraiment l'endroit idéal. D'abord parce qu'en contact avec cette extraordinaire civilisation qu'est l'Égypte, mais aussi avec les contacts vers l'Afrique, vers la mer Rouge, vers le sud du Sahara, et une complexité dont on ne se doute même pas aujourd'hui. Il y a des pans entiers de l'histoire de cette région du monde qu'on ne connaît même pas. Pour vous donner une idée, c'est des milliers d'études et de recherches qui sont engagées en permanence en Égypte. Au Soudan, dans tout le Soudan, on est une vingtaine d'équipes et le Soudan est 3 fois plus grand que l'Égypte. En 1965, Charles Bonnet arrive au Soudan. Il se retrouve bientôt à Kerma, au pied d'un monument étrange et mystérieux, que les Nubiens à découverte exceptionnelle d'une équipe d'archéologues suisses nous l'a rappelé récemment. Ils ont retrouvé 7 statues, remarquablement conservées, qui permettaient de donner pour la première fois un visage aux pharaons noirs. Des pharaons originaires d'Afrique noire qui, durant un siècle, de 750 à 650 avant Jésus-Christ, avaient régné sur l'Égypte et le Soudan. Le pays des pharaons noirs, c'est la Nubie, au nord du Soudan. Un pays désertique, quasiment inaccessible, secret et oublié de tous. Un pays dont personne n'imaginait qu'il ait pu, une fois, dans le passé, jouer un rôle important dans l'histoire des civilisations. Charles Bonnet fouille en Nubie depuis 40 ans. En janvier 2003, c'est lui qui a découvert les statues des pharaons noirs. Le couronnement d'une carrière d'archéologue consacrée à restituer son histoire au Soudan et plus largement à toute l'Afrique noire. Rien ne prédestinait Charles Bonnet à devenir archéologue. Fils, petit-fils et même arrière-petit-fils de vigneron, à Satigny, près de Genève, il devait suivre la voie tracée par ses ancêtres. À 20 ans, il hérite du domaine viticole familial, domaine qu'il continuera d'exploiter ensuite durant plus de 40 ans. À l'époque, j'étais très jeune et j'avais ce rêve fou de